je ne suis pas une femme, je suis l'âme d'Égypte. Cette citation de Cléopâtre évoque une époque où la force d'une femme rivalisait avec celle des plus grands chefs. Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, a su manier la diplomatie avec une finesse inégalée, transformant des alliances fragiles en instruments de pouvoir. Dans un monde où Rome étendait son influence, l'Égypte était convoitée. Les intrigues de la cour et les jeux de pouvoir faisaient partie de son quotidien. Cléopâtre ne se contentait pas d'être reine. Elle devenait l'architecte d'un nouvel ordre, unissant l'Égypte et Rome par ses relations audacieuses. Elle est née en 69 avenue Jésus-Christ, dans un royaume d'Égypte riche mais divisé, héritant d'un trône contesté. Son règne était indissociable de l'ascension de Rome. Diplômée d'une profonde compréhension des dynamiques de pouvoir, elle a forgé des alliances déterminantes. Son charisme lui a permis de séduire deux des plus puissants hommes de son temps, Jules César et Marc-Antoine. Ces relations étaient bien plus que des liaisons. Elles étaient des stratégies politiques. Sa rencontre avec César en 48 avenue Jésus-Christ a marqué un tournant. Elle devint à la fois amante et alliée, créant un héritier, Césarion, symbole d'une union entre deux civilisations. Cependant, chaque décision entraînait des répercussions. Cléopâtre a navigué entre ambition personnelle et intérêt de son royaume. Sa position en tant que femme dans un monde dominé par les hommes complique davantage son parcours. À travers ses choix, elle prouve que le pouvoir n'est pas seulement brut, mais réside aussi dans l'art de manœuvrer. Sa diplomatie visait à préserver l'identité de son peuple, tout en faisant face à des rivalités internes et aux ambitions romaines. Son histoire est celle d'une femme qui a défié les normes, prouvant que la diplomatie peut être aussi redoutable que l'épée. L'alliance avec César en 48 avenue Jésus-Christ lui permet de renforcer son pouvoir, bouleversant l'équilibre des forces. La naissance de leur fils, Césarion, symbolise la légitimité de cette union. Mais après l'assassinat de César, Cléopâtre se retrouve isolée, acculée par des rivaux. Elle s'allie alors à Marc-Antoine, tentant de contourner les ambitions d'Octave. Leur relation, tissée de passion et d'objectifs politiques, devient une danse risquée. La bataille d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ fut un désastre pour Cléopâtre. Les forces d'Octave écrasèrent leurs ambitions, marquant la fin de leur règne. Cléopâtre choisit de ne pas se rendre, prouvant sa détermination à lutter pour son héritage. Lors de sa mort en 30 avenue Jésus-Christ, elle laisse une empreinte indélébile, symbole de force et de résistance. Ses manœuvres politiques et alliances sont des leçons sur le pouvoir et la résilience. Son nom résonne comme une mélodie tragique, reflet de sa détermination. L'année 48 avenue Jésus-Christ voit Cléopâtre, à peine âgée de 21 ans, confrontée à son frère Ptolémée XIII. En s'alliant avec César, elle reprend le contrôle de son royaume. Leur rencontre au bord du Nil est emblématique. La romance naissante entre César et Cléopâtre se déroule dans un cadre époustouflant. Les rives du fleuve, scintillant sous le soleil égyptien, illustrent non seulement l'enchevêtrement de l'héritage, mais aussi la splendeur d'une culture fascinante. Les palmiers se balancent au gré du vent chaud, tandis que le doux murmure des eaux du Nil évoque une promesse de renouveau. Sa manœuvre audacieuse montre sa volonté de préserver son trône. Leur liaison est une danse politique savamment orchestrée, donnant naissance à Césarion, un symbole d'unité. Mais la mort de César la plonge dans l'incertitude. Elle se retrouve à naviguer seule dans une mer d'intrigues, ses rivaux se regroupant autour d'elle. Chaque mouvement est surveillé, chaque geste analysé. Les tensions montent au sein de la cour, alors qu'elle cherche désespérément à maintenir son pouvoir. Résiliente, Cléopâtre se tourne vers Marc-Antoine, alors qu'elle se prépare à affronter la lutte de pouvoir contre Octave. Leur première rencontre, le long des rives de la Méditerranée, est marquée par un échange captivant de regards et d'idées. Antoine, flamboyant et charismatique, incarne un idéal de force qui attire la reine. Ensemble, ils rêvent d'un empire florissant, mais la bataille d'Actium se transforme en désastre. Se tenant sur un navire orné, flottant sur les eaux tumultueuses de la mer Ionienne, Cléopâtre sent la pression de l'histoire. Des cris de son armée résonnent autour d'elle tandis qu'elle scrute l'horizon, attendant désespérément une victoire qui ne viendra jamais. Les voiles blanches de son navire sont battues par des vents contraires, et le bruit des vagues s'écrasant contre la coque est un funeste présage. Le vent est chargé de tension, l'odeur de la mer mêlée à celle du sang perdu. La colère et la peur se mêlent en elle, tandis qu'elle réalise que tout ce qu'elle a construit est sur le point de s'effondrer. Leur défaite incarne la fin d'une ère. Les ambitions égyptiennes s'effondrent à mesure que les navires d'Octave, plus puissants et mieux préparés, avalent leurs espoirs. Les forces d'Antoine sont débordées par un ennemi implacable, et chaque minute qui passe diminue ses chances de survie et de victoire. Cléopâtre, luttant pour garder son calme, se remémore ses moments de gloire éphémères. En pensée, elle se rappelle les instants passés avec César, lorsque le monde semblait à ses pieds. Elle se demande si elle aurait pu éviter ce désastre, si ses choix avaient été différents. Son esprit est un champ de bataille,
La stratégie et les émotions s'affrontent. Chaque mouvement qu'elle avait fait, chaque mot échangé, tout cela l'a conduite ici, à ce moment précis où l'histoire prend un tournant tragique. La mer Ionienne, habituellement calme et sereine, devient le reflet de ses tourments intérieurs. Les éclats du ciel, menaçants, préfigurent son destin. Malgré ses efforts, son pouvoir s'amenuise, et la légende de Cléopâtre commence à se fissurer, comme un miroir brisé. Après la bataille, elle se retrouve aux prises avec le désespoir et l'angoisse. La nouvelle de la défaite parvient à son palais comme une vague de froid, ôtant toute chaleur et lumière de son royaume. Les murmures de trahison et de désespoir remplissent les couloirs, alors que ses conseillers cherchent à évaluer la situation. Elle doit faire face à une vérité cruelle. Son rêve d'une grande Égypte est désormais menacé. Les membres de son entourage, autrefois loyaux, commencent à s'interroger sur la viabilité de son règne. Des rivalités internes menacent de fissurer le peu de pouvoir qui lui reste. Avec l'ombre de la mort de César toujours présente dans son esprit, elle doit maintenant jongler avec sa survie politique. Des nuits blanches se succèdent, où elle parcourt le palais, hantée par des visions d'échecs. La lumière de sa cour, autrefois éclatante, semble s'éteindre lentement, laissant place à une obscurité menaçante. Dans ces moments de solitude, Cléopâtre se remémore les premières heures de son règne, quand son dynastie était encore forte. Elle se souvient des processions majestueuses, des jeux de lumière lors des célébrations, et des rituels sacrés menés par les grands prêtres dans les temples d'Isis et d'Osiris. Ces instants de grâce contrastent avec la réalité sombre qui l'entoure désormais. Le bruit des tambours et la musique des flûtes résonnent encore dans son esprit, symbole d'un temps où l'Égypte était l'égale de Rome, et non sa subordonnée. Toutefois, l'héritage de sa grandeur se heurte désormais à un désespoir palpable. Elle se rend compte que ses adversaires, plus rusés qu'elle ne l'avait imaginé, exploitent ses faiblesses. Octave, ce ennemi impitoyable, se frotte les mains, nourrissant ses ambitions avec le soutien de Rome. Les sénateurs, qui avaient un jour admiré Cléopâtre, la perçoivent désormais comme une menace. Parallèlement, Marc-Antoine, distrait par ses propres luttes, semble s'éloigner d'elle. L'ombre de la trahison s'étend sur leur amour, et Cléopâtre commence à douter. Les murs de son palais se rapprochent d'elle, et elle se sent acculée dans la forteresse qu'elle avait jadis érigée pour sa protection. Pourtant, elle ne reste pas inactive. Cléopâtre puise dans ses réserves de force et de ruse. Elle convoque ses alliés, tentant de créer une coalition de dernière minute pour renverser la tendance. Son palais devient un théâtre de manœuvres, où chaque conseiller a sa propre agenda. Cléopâtre manœuvre à travers les alliances et les rivalités comme une joueuse d'échecs, toujours à la recherche d'un coup décisif. Dans les salons ornés de fresques et de sculptures, les discussions se remplissent de passion et de tension, chaque proposition étant scrutée, chaque opinion pesée. Les lumières s'éteignent, laissant place à des ombres dansantes, reflets des incertitudes qui pèsent sur le royaume. Cependant, les jours passent et l'espoir s'effrite. Cléopâtre sait que des décisions doivent être prises rapidement. Alors qu'elle se tient seule sur un balcon surplombant le Nil, elle observe le fleuve qui a tant vu, cet ancien témoin de l'histoire. Ses eaux, qui un jour apportaient richesse et beauté, lui rappellent à quel point son rêve de grandeur peut facilement s'évaporer. Elle ressent alors à la fois une profonde solitude et un désir ardent de reprendre la main sur son destin. La lumière déclinante du crépuscule enveloppe le paysage dans une teinte dorée, un dernier reflet de la gloire passée. Cléopâtre choisit de mourir avec dignité, refusant de sombrer dans l'humiliation. Elle utilise le poison pour embrasser la mort, transformant son acte en une déclaration de force. C'est dans les jardins luxuriants de son palais, où les couleurs des fleurs vibrantes créent un tableau d'une beauté poignante, qu'elle se prépare à son dernier acte. Les parfums des roses et des papyrus flottent dans l'air chaud, créant une atmosphère à la fois belle et tragique. Les oiseaux chantent leur mélodie douce, inconscients du drame qui se joue dans le cœur de leur reine. Elle se rappelle ses victoires passées, son ambition démesurée, ses triomphes, mais aussi ses pertes. Chaque goutte de poison qu'elle ingère est non seulement un acte de désespoir, mais aussi une ultime déclaration de son autorité. Les souvenirs de sa jeunesse, de ses conquêtes et de ses amours défilent devant elle comme un film cinématographique, vibrant d'une intensité émotionnelle. Son dernier geste est un acte de liberté, un ultime rappel de son autorité. Le poison, symbole de renaissance, devient son instrument de fin. Cléopâtre ne meurt pas simplement, elle entre dans la légende. Les serpents qu'elle fait introduire dans son tombeau représentent à la fois ses origines égyptiennes et une ultime révolte contre ses oppresseurs. Ses dernières pensées vont à son peuple, à l'Égypte qu'elle laisse derrière elle. Elle espère qu'il se souviendra d'elle non pas comme d'une reine déchue, mais comme d'une femme qui a défié les normes et s'est battue pour son royaume. Son héritage, une leçon intemporelle sur la lutte pour le pouvoir, continue d'inspirer. Son influence réside dans son intelligence et son charisme,
qui défie les normes de son époque. Elle nous rappelle que même dans un monde brutal, la diplomatie peut ouvrir des portes. Les mots de Cléopâtre restent encore aujourd'hui d'actualité. Son histoire illustre une femme qui a su revendiquer sa place face à l'adversité. Son parcours est une déclaration sur les capacités et les aspirations des femmes. Face aux défis, chacun peut se demander « Quel héritage voulons-nous laisser ?» En cette ère moderne, les leçons de Cléopâtre résonnent. Sa vie nous incite à agir avec détermination, à forger des alliances et à défendre nos convictions. Son histoire est un puissant appel à l'action pour chaque aspirant leader.